Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction, une émission réalisée dans notre nouveau studio qu'on est heureux de vous présenter à cette occasion. Une émission interactive, transparente pour vous décortiquer ensemble la façon de gérer un portefeuille avec autour de ce plateau Agnès Delors. Bonjour Agnès. Bonjour Thomas. Notre gérante Paul Schforer, notre économiste. Bonjour, Bonjour. Paul. Et Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Une semaine encore riche, on l'a intitulé Le Brexit fait des vagues. Quand on est une île, c'est pas étonnant. On attaque tout de suite avec un tour d'horizon macro. Alors, Paul, cette semaine encore placée sous le sceau du Brexit. Toujours sous le sceau du Brexit, parce qu'effectivement, tout le monde a un petit peu peur de ce qui pourrait se passer, et la peur a continué à monter. Qu'est-ce qu'on redoute en particulier? Alors, il y a plusieurs choses. On a constaté, effectivement, que le sterling continue à baisser. On a, d'autre part, constaté qu'il y avait des rachats sur un certain nombre de fonds anglais immobiliers, et cela a beaucoup inquiété, puisqu'on s'est posé la question de savoir si ça ne pouvait pas générer un risque systémique. Oui, avec la crainte d'une bulle immobilière à Londres, finalement, qui était une place très attractive pour le monde entier et qui, du jour au lendemain, se retrouve un petit peu moins attractive. Tout à fait. Et en plus de ça, ça s'est transmis à l'ensemble du système bancaire européen, avec la mise en avant du problème italien, ce qui fait que quelques relents de ce qui s'était passé en 2007, 2008 et 2009 reviennent à la surface, et on a un petit peu une grande inquiétude. Brexit, c'est vraiment ça le thème de la semaine, Hubert, qui inquiète les opérateurs? Oui, le stress est revenu. On se souvient, début de l'année, stress qui portait notamment sur l'endettement de tout le secteur pétrolier, émergent ou américain d'ailleurs. Le stress s'était calmé, et là... oui, c'est pas le non-événement qu'on aurait pu voilà, croire. Le stress était... Ça s'est calmé, les banquiers centrales sont à la manœuvre, bonnes gens, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, ils feront le job. Aujourd'hui, les électeurs s'en mêlent. Donc ça, c'est un truc très très compliqué, parce qu'on a des hommes politiques qui sont totalement débordés, pas qu'en France, mais aussi en France. Et donc c'est un stress. Et le stress, ça paraît paradoxal que le fait que l'Angleterre ou le Royaume-Uni risque de quitter l'Europe, ça amène le problème italien, ce que disait Paul. Mais c'est juste que c'est un stress généralisé. On l'a déjà dit ici, on n'a pas l'impression que ce soit systémique, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que tout puisse glisser, mais néanmoins, alors on commence aussi à calculer. Cette semaine, les économistes disent, voilà, il va y avoir 1% de croissance en moins sans doute pour le PIB du Royaume-Uni, et donc il y aura des vagues, et entre 20% des et répercussions. entre 20% et le quart de ça sur les économies européennes, mais personne n'en sait vraiment rien. Agnès, on a peut-être poussé un ouf de soulagement la semaine post-Brexit, un peu prématurée? Oui, je pense que c'est ce qu'on disait. On disait que le marché, c'est vrai que c'est triste à dire, mais l'assassinat donc de la travailliste a poussé l'espoir comme quoi il n'y aurait pas de Brexit, et le marché a pris 10%. Mais même au lendemain du Brexit, finalement, c'était revenu presque dans l'ordre. Si on avait rebondi, Le choc avait été violent, et je crois qu'on a réagi. On a réagi, oui. À ce choc, parce qu'on n'avait pas nécessairement beaucoup d'informations. Mais on n'est pas du tout dans un schéma qui est stabilisé. On est surtout on rentre dans une période d'incertitude complètement totale. Les cartes sont complètement distribuées. Le Brexit redistribue les cartes. Il ne faut quand même pas se faire d'illusions. Il redistribue les cartes politiques, bien entendu, d'abord. Et on le voit aussi, mais pas seulement. Pas seulement. On le voit aussi sur la livre. On regarde ça tout de suite. Alors Paul, un commentaire. Oui, moi je crois que c'est quand même la donnée la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, l'effet du Brexit, c'est l'échange. Et la livre sterling se déprécie, et ça a des conséquences considérables. On a aujourd'hui un mouvement qui aurait été très très fort à la fin de l'année 2015, et on vient de reconnaître un mouvement qui s'est amplifié après le Brexit. Et c'est finalement le fait que ça s'amplifie qui a certainement mis le feu aux poudres. Alors pourquoi ? Je vous ai amené un autre graphe qui est celui finalement du FTSE pour Le FTSE, c'est le CAC 40 anglais. Hein. Voilà, oui, que l'on réalise... Le CAC 40 anglais avec beaucoup quand même de conglomérats de matières premières. C'est ça qu'il faut ce qui relativise un peu le truc. Tout à fait. Mais malgré tout, ce qu'on peut voir, c'est que quelqu'un qui est basé en Angleterre et qui va raisonner en livre sterling va avoir une performance qui est très bonne depuis le Brexit. En revanche, quelqu'un qui est américain,
qui est européen, encore pire japonais, va se retrouver dans une situation où il a perdu de l'argent. Oui, à cause de la livre, À justement. cause de la livre. Et de ce fait, l'actif qui pourrait donner l'impression qu'il s'est apprécié, c'est fortement déprécié. Et c'est ça ce qui, de mon point de vue, modifie les choses. Alors si on le mesure, je vais vous amener un troisième graphe Voilà. qui permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Le sterling par rapport au dollar s'est déprécié de 16%. Le yen, lui, s'est apprécié de 18%. Ça veut dire qu'en fait, un produit qui est fait au Japon, acheté par un Anglais, coûte un tiers de plus d'un seul coup, et réciproquement. Ça veut dire que cela change complètement les équilibres, et ça, c'est de nature à avoir des répercussions économiques que l'on voit aujourd'hui sur les Avec marchés. du plus et du moins. Hein. Exactement. Parce que bien entendu, la dévaluation compétitive, elle renchérit l'entrée, mais elle aide la sortie. Alors sur une économie qui était basée sur les services, c'est pas simple. Mais néanmoins, il y a une dévaluation compétitive des Anglaises. Agnès, c'est facile d'intégrer ce delta de 30% tout de suite dans son Non. portefeuille et toutes ces dérivés possibles, Non, toutes ces pour- vagues. Non, pour l'instant, on n'arrive pas à l'intégrer. Et puis, on va voir on aura les répercussions sur le T4, pas avant. Donc, D'ailleurs, comme le disait Hubert, finalement, il y a des entreprises minières dont l'activité est très peu Pas touché. touchée, puisque finalement, elle s'exerce partout dans le monde, mais elle est cotée en sterling, mais elle n'est pas exprimée en sterling. Ok. D'autres graphiques, hein. Oui, finalement, par effet de sympathie, il me paraît intéressant de regarder ce qui se passe sur le dollar. Alors là, c'est le dollar composite. C'est-à-dire que ce n'est pas le dollar contre l'euro, c'est le dollar pondéré de ces échanges commerciaux. Et on voit que finalement, après une période de forte appréciation du dollar, aujourd'hui le dollar ne s'apprécie plus autant, il s'est stabilisé. Donc en fait, l'effet récessif qu'on pouvait craindre aux États-Unis sur le fait que le dollar monte n'est pas nécessairement si important. C'est aussi une conséquence du Brexit, aussi Ouais. paradoxal ça puisse paraître. Parce que puisque Yellen la n'a pas réserve fédérale bougé. ne va pas bouger ses Ouais. taux très rapidement. Et ça, Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle bah, Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. pour nous, Européens, sur le rivage européen. Au niveau mondial. Parce que finalement, la Voilà. hausse des taux induisait finalement le ralentissement des pays émergents. On a vu l'année dernière des dépréciations de devises émergentes considérables. Cette année, on est presque plutôt Ouais. dans le schéma inverse. Et donc, on regagne de la croissance Et- mondiale dans ces pays-là. Et puis, ça faisait des arbitrages en dollars défavorables aux places européennes. il faut bien voir que ces arbitrages de monnaie, ce que disait Paul est vrai, c'est qu'en cas de choc, ce qui bouge le plus vite, c'est la monnaie. Hein. C'est la monnaie. Et ce qui est sur place, donc l'immobilier est un bon exemple. Donc ça a accéléré le fameux réflexe de vol vers la qualité. C'est-à-dire que ça a fait monter à nouveau le yen, ça a fait monter le dollar, ça on vient de le voir. Et puis ça a provoqué une hausse de l'or qui quand même revient dans les 1400 dollars l'once. Et puis alors ces taux d'intérêt, 50 ans négatifs en France-Suisse, Ouais. 14 ans négatifs en Allemagne, 9 ans en France. Donc évidemment, c'est une donne très très étonnante. C'est très compliqué. C'est-à-dire, si les banques centrales achètent des actifs qui, a priori, pour perdre de l'argent, c'est donc une donne qui est un peu compliquée à imaginer. Ça veut dire quand même qu'on voit zéro inflation devant nous. Oui, et C'est Paul- ça que ça veut Oui, mais dire. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, pardon, Agnès, le Brexit, on le met dans le grand sac déflationniste. Finalement, ça va contribuer aussi à ce mouvement déflationniste. Alors la baisse en Angleterre va avoir la baisse de la devise et du sterling donc va avoir un effet positif sur l'inflation. Ça va être un accélérateur. Chez eux. L'inflation Chez eux. Mais chez nous, Chez nous, ça n'a pas les mêmes Ils effets. ils exportent de la effectivement. déflation. et oui. donc, Mais pour autant, je ne crois pas qu'aujourd'hui, la problématique soit redevenue une problématique de déflation. C'est plutôt une problématique d'inquiétude sur la liquidité des actifs financiers qui a été transmise par la fermeture des fonds. On n'est pas à une situation... 3 où fonds on croit Oui, immobiliers, donc. hein. mais, et puis quand même, question sur le cycle. Ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Sur quoi est-ce que les gens qui ont des disponibilités, qui ont des fonds, peuvent se reporter? Ouais. Donc, on a des désinvestissements des actions parce que les bénéfices américains sont pas très très loin de ne plus progresser ou de baisser, par exemple. Et donc, on a une question sur le cycle. On voyait l'Europe rejoindre les États-Unis avec 1,5, 1,7, 1,8% de croissance. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne se passera pas, et on n'en sait rien, mais on n'y voit rien. Agnès, pardon, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose? oui, je voulais dire notamment avec la hausse du dollar et notamment, il ne faut pas oublier qu'on a
un baril qui, on espérait tous, qui remonte au-delà de 55. Il se stabilise plutôt aux alentours de 50, voire un chouïa en dessous. Et voilà, il est à 46 actuellement. Donc on a des craintes, notamment sur la reprise de la croissance mondiale. C'est surtout ça. Là, c'est la Chine, quand même. Oui. Là, le pétrole, c'est quand même la reprise chinoise. Et la Chine n'a pas une reprise qui va être industrielle. On l'a déjà dit. Ce qu'ils appellent changer le mix, c'est faire plus de services. Et plus de qualité. Et plus de qualité, et donc moins de consommation quand même. Allez, dernier graphique, on reste aux États-Unis. On reste aux États-Unis parce que justement, par rapport à cette inquiétude sur le cycle, c'est ce qui explique que les chiffres de l'emploi soient si importants. Alors, les chiffres de l'emploi, on a hier eu une publication sur l'emploi privé non agricole et on voit que la tendance qui était un peu négative et qui inquiétait s'est légèrement inversée. De la même façon, les chiffres sur les demandes d'emploi, on est dans une situation où on a eu au mois de mai de très mauvais chiffres qui ont inquiété et qui ont un peu agité les marchés. Et depuis, ça s'est nettement amélioré. Donc finalement, ce qui est très important, c'est que les créations d'emplois continuent à exister aux États-Unis, parce que ça voudra dire qu'il y a la pression sur les salaires et qu'on rentre bien dans un cycle d'inflation salariale. Qu'est-ce que tout le monde attend ? Le sujet, c'est est-ce qu'on ne va pas arriver au plein emploi et rebaisser sans avoir eu la phase hausse de salaire. Et c'est une question américaine, et ça peut être une question allemande, on va dire. C'est une question mondiale. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une question française. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas au plein emploi. C'était ça que je voulais dire. Oui, bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première séquence. On passe à notre tableau de bord. Je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission chaque semaine en allant sur la page Facebook de Décideur TV et en posant vos questions dans la partie commentaires, une émission en direct à dessin pour permettre de réagir à vos propos. Alors, le tableau de bord avec tout de suite ces feux qui bougent dans le bon sens cette semaine, 4 mouvements. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais finalement, l'analyse du risque systémique n'est pas prise comme quelque chose, enfin ne se traduit pas encore vraiment significativement, et ça se voit puisqu'on a un niveau de dispersion des performances qui s'améliore. De la même façon, le stress de volatilité s'est en grande partie réduit. Et enfin, la dynamique des corrélations s'est aussi améliorée. Donc globalement, on est dans un schéma qui est plutôt meilleur. D'accord. Avec un zoom sur cette semaine, la dynamique du momentum de marché. Alors, le momentum de marché, c'est finalement la donnée qui va faire basculer d'un côté ou de l'autre. On avait une tendance qui était plutôt négative jusqu'en février. Depuis février, ça s'est amélioré. Est-ce que le Brexit ramène dans le schéma précédent ou est-ce que, au contraire, les décisions politiques, finalement, face à ce tsunami politique, sont de nature à donner une perspective? À ce moment-là, le momentum de marché peut retrouver la tendance qui était cohérente avec les indicateurs économiques. La météo. La météo, nous restons toujours en temps incertain. Je crois qu'il n'y a pas de... Bon, on ne peut pas vraiment dire le contraire. Ça reste incertain. Un temps britannique. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette partie consacrée à ce tableau de bord. On va tout de suite passer à la troisième partie sur les performances. Alors, Agnès, à vous la parole pour commenter en effet les chiffres de cette semaine. Donc, comme on voit, on est en train de réduire un peu notre écart, notre spread négatif par rapport à notre indice de référence depuis le début de l'année et légèrement, je dirais, sur la semaine. Donc, ça a été encore une semaine assez chahutée. Donc, et notamment, c'est surtout toutes ces incertitudes autour de nous. Alors, juste globalement, on n'a pas de bancaire ou de financière, pratiquement, et on n'a pas d'automobile. Donc, et c'est ce qui baisse le plus depuis cette semaine. On voit les secteurs là qui s'affichent, justement. Cette semaine, c'est vraiment ce qu'a douillé, c'est ça. D'accord. Bon, un mot sur le top 10 et le on le voit 10. Bien, donc on voit bien, ça a été un peu notre secteur défensif qui nous a, notamment Deleuze, qui a bien monté, mais c'est surtout... On a eu une reprise notamment sur le secteur des services aux consommateurs et notamment le secteur du tourisme
qui s'est un peu ressaisi après cette violente attaque depuis le Brexit sur cette semaine, et le secteur des TMT, puisque c'est un point important que nous avons dans notre fonds. Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire dans cette séquence performance. Tout de suite, le cœur du sujet, la gestion. Alors, la gestion, tout de suite, on va voir pour commencer l'historique des dernières transactions. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? On a acheté du Sodexo. Voilà, on a acheté du Sodexo notamment juste après le Brexit, où pour devenir un peu plus, on l'a arbitré contre du Lyxor Basic Resources, et on est devenu un peu première, voilà, donc on est devenu un peu plus défensif. Depuis le Brexit d'ailleurs, on a renforcé Eiffage, Sanofi, donc, et notamment Sanofi qui a fait, je dirais, un bond de plus de 10% contre un CAC qui est en baisse. Donc ça a été un très. Alors Sodexo, juste, on peut en dire un mot, puisque oui, ça a annoncé un ses arbitrage résultats de la semaine dernière, donc Sodexo a sorti ce matin, a publié, ce matin les chiffres d'affaires des 9 premiers mois. C'est vachement bien parce que c'est quand même, quand Sodexo a un chiffre d'affaires qui progresse, comme c'est des chiffres d'affaires très récurrents, c'est de l'argent. Des abonnements long terme. Exactement, ils ont annoncé une hausse de 3,7% sur les 9 premiers mois, surtout portée par l'Amérique du Nord. Ils mettent une alerte, ils ont mis une alerte sur leurs ventes en baisse, sûrement au T4 qui les avait. À l'inverse, le T1 avait été très bon, notamment sur la Grande-Bretagne avec la Coupe du Monde de rugby. Voilà, exactement. donc voilà, mais sur ce, ils ne sont pas vraiment inquiets. Donc voilà, et ils confirment leur objectif. C'est très 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 bien, 3%. Ils annoncent quand même 3% sur l'année de croissance organique. C'est vraiment c'est une pépite qui enrichit les années à venir. Donc oui. C'est à la fois défensif et c'est soumis quand même au service des entreprises. Donc on a vraiment un mix, mais c'est vrai que quand vous faites la cantine de l'armée américaine, on ne va pas vous mettre dehors tout de suite. Oui. On a combien de Sodexo Quelle proportion? Un et quelques, je crois, 1,50, il me semble. Mais surtout, Sodexo, on l'avait déjà rentré dans le fond. On avait capté de la performance. On l'a allégée parce qu'on s'était dit que elle était bien valorisée et peut-être elle allait plus délivrer. Et ça a été une erreur puisqu'elle s'est très bien défendue. Voilà, on sait revenir sur nos erreurs. Bon, c'est bien, on apprend de ses erreurs. Oui. Comme disait, ça va, ça vient. Exactement. Je ne sais plus qui, je ne perds jamais. Quand je fais une erreur, j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends quand je fais une erreur. Bon. Je crois que c'est Nelson Mandela, mais il faudra checker. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité? Qu'est-ce que vous retenez, Hubert? Alors, la question du moment, c'est est-ce que les massacrés, est-ce qu'on reprend? Est-ce que c'est le temps? Ou est-ce qu'on se tire encore plus, si j'ose dire? Alors, la question dans notre portefeuille. Notre portefeuille, on a une, c'est Allianz, parce qu'on a très bien vendu les banques. Très bien. On a très heureusement vendu les banques. Oui, on voit pas de raison. Alors la question c'est est-ce qu'on revient sur les banques et les assurances, est-ce qu'on vient ou c'est la seule qui nous reste, c'est pas. On en a deux, c'est AXA, c'est Allianz et SCOR. Et SCOR, alors. Voilà. Allianz c'est presque tout en bas, quatrième ligne en partant du bas. Ouais. Et SCOR. C'est deux problèmes différents. Donc d'abord les banques, moi je pense qu'il faut pas y toucher, même si ça peut paraître value comme on dit, c'est-à-dire que elles capitalisent entre 30 et 50% de leurs fonds propres, mais on a l'impression que leurs bénéfices ils peuvent ne pas bouger, voire régresser. Ça me rappelle une certaine crise financière d'ailleurs. Voilà. Donc ça, je crois que vous êtes d'accord là-dessus. Oui, largement. Alors la question des assurances est plus compliquée parce que les assurances, c'est des détenteurs de capitaux. Et évidemment, des marchés volatiles et des taux à zéro, c'est extrêmement compliqué pour eux. Et Allianz et AXA ont le problème des assurances-vie. Ça, c'est à servir. J'irai plus loin. Je pense que la problématique qu'on évoquait au début sur le fait que les banques italiennes ont besoin d'être structurées, ont besoin d'être capitalisées, qu'on a besoin de nettoyer les bilans des créances douteuses, que ça serait pas ait un impact sur le reste de l'Europe, c'est aussi une évidence, peut générer des catharsis sur ce secteur-là, puisque finalement il va falloir trouver des solutions, il va falloir apporter des réponses, et elles sont d'ordre politique. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même quand on entend ça, c'est qu'on est 7-8 ans après cette crise financière et on en est encore à se demander comment on va nettoyer les écuries d'OGAS.
C'est On long, a hein. acheté du temps. On a acheté du temps, les banques Les centrales. Japonais ont mis 20 ont ans financé- à restructurer leur bilan bancaire. Les banques centrales ont financé les banques en leur donnant des taux bas, en leur permettant de prêter un peu plus cher. Et ça n'a toujours pas tourné, en fait. Il y a encore des gros problèmes. C'est pas homogène dans tous les pays, mais tous les systèmes bancaires sont quand même très imbriqués. Et là, en l'occurrence, il y a une inquiétude sur des banques. Donc il y a une Bon, question, on a compris, à mon avis, on plus touche pas aux banques. sur Non. Allianz que sur Score, parce que Score, c'est un cas un peu particulier. Moi, je suis plus favorable Ouais. sur Allianz que Score. à la rigueur. Moi, Allianz, notamment, elle a une activité sur la santé oui. qui est très Mais le importante. problème, c'est la tôle. C'est le jour où on va annoncer. Le jour, il va commencer à falloir faire des provisions sur l'assurance vie. Alors, peut-être on va gagner du temps aussi, comme dit Paul, on a gagné du temps sur les banques. Est-ce qu'on rentre Si on touche, c'est vrai, Voilà. c'est Alors, secteur massacré, automobile. Attendez. Pardon. Donc, on ne touche pas aux banques. On a Allianz et Score. Qu'est-ce qu'on fait sur ces deux valeurs? Est-ce Sachant- qu'on sort Sachant que c'est Alors- pas le même sujet, mais la COFAS a montré un taux qui montait de 50 à 60% cette sinistres. semaine dans ses sinistres. Et son parcours financier n'est pas très beau. C'est Voilà, perdu 30%, mais donc, c'est ouais, normal. exactement. Non, mais ça Non, veut dire que même des gens, c'est une fiale natixis, c'est des gens civilisés, si j'ose dire, ils voient des sinistres qui leur fondent dessus. Non, je pense que, comme disait Hubert, donc c'est aussi un secteur cyclique. Donc, si nous avons un rebond du marché et si on sort toutes nos cycliques, on n'aura plus d'effet de D'accord. levier sur le fond. Donc, Alors, malgré- peut-être réduire. Bon, ça a étudié. Non, Donc, c'est je vais Allianz. Non, regarder. mais Allianz, on a peut-être le temps, mais cette histoire d'assurance vie, c'est très compliqué. Parce que, Tout à fait. Parce que les clients peuvent partir. Quand les clients, soit on leur dit la vérité, c'est-à-dire que ça rapporte zéro et ils risquent de partir, et soit on maintient au détriment des marges. Ouais. Et on Donc- sait que les réseaux de distribution des assurances sont Donc beaucoup vous plus êtes chers pour que les réseaux de sortir- distribution des banques. Hein. Vous êtes pour sortir d'Allianz complètement. Je pose la question. Moi, oui, plutôt, mais ça Bon, c'est... Agnès, on réfléchit, on tranche On pas là réfléchit. ou on On tranche réduit? pas. Non, Non, on tranche pas là. Donc, Et Score, juste- pareil? Et Score, pareil. Parce Score, que il y a de plus de oui. Bon, Ouais, ok, non. on avance. Alors, D'autres après, dossiers. donc, dans les massacrés, il y a les automobiles. Donc, on voit que le marché automobile européen est absolument canon et que sur un mois, Peugeot a perdu 22% et que Renault, qui a fait le meilleur semestre de son histoire en deux voitures, a perdu 15%. Donc, je voilà. pense que, alors, Peugeot notamment a un chiffre d'affaires non négligeable en Grande-Bretagne. Et oui. Donc c'est un secteur automobile. Puis l'effet notamment, faut pas oublier, il y a l'effet livre. Après, donc il y aura un mois qui est non négligeable. Renault, impact Brésil toujours. Donc, Donc Renault, c'était plus un Varan Brésil. oui, C'est ça. exactement. Mais ils font quelque chose de... Mais c'est bon, hein, c'est bon. La question que je Ils me sont- pose actuellement, les ventes, on vend en Europe, il y a des améliorations de ventes sur le secteur automobile. Mais est-ce que le monde de la consommation de l'automobile n'est pas en train de changer? Ah bah si. C'est la question que actuellement, toutes les bonnes nouvelles ont déjà été pricées, à mon avis, sur le secteur automobile. Vous pensez à quoi? Au covoiturage? C'est le Exactement. mode alternatif? Je dirais maintenant, le jeune ménage n'a plus 3 voitures, donc c'est terminé. Donc on investit de plus en plus sur la voiture sur électrique, donc dans les grandes villes. Donc voilà, moi je pense qu'il y a autre chose dans... Et corollaire? Non, exactement. Corollaire financier, c'est-à-dire que si la finance va pas bien, Notamment le tous les crédit emprunts va de moins crédit. bien. Mais bien sûr. Oui, le crédit va moins bien. De toute façon, le Malgré- crédit est à zéro. Donc ça, il ne faut pas dire que Mais comme vous le dites- crédit ne joue pas. C'est les ventes qui jouent sur le crédit. C'est pas le crédit qui joue sur les ventes. Là, je pense pas. Mais comme vous dites, le crédit est à zéro. Il ne peut pas faire moins. C'est Voilà. sûr. Ça, c'est... Donc ils ont tout, et puis ils vont être obligés d'augmenter leur prix aussi. Alors, après, dernier secteur massacré, si j'ose dire, parce que le dernier... on a eu Mais beaucoup. juste, alors attendez, parce que moi je suis là pour rythmer l'émission, et la chapitrée, qu'est-ce qu'on fait sur l'automobile? On a J'y touche quoi? pas. On en On a. a que On du- en a. On a Michelin. On n'a que Michelin. Michelin, Et c'est on y touche notamment... pas. Non, Bah, c'est une star. non, puis surtout, c'est plutôt une matière première. Donc, D'accord. Donc voilà. on rentre pas- Exposé aux... Parce que s'il n'y ça- a plus de voiture, il y aura... Non, mais exposé surtout aux États-Unis. Parce donc que ça, c'est du avec- cycle important, l'automobile, Oui, et on se c'est du dit, cycle. on cherche quand même C'est un du peu... cycle, c'est le consommateur Ouais. américain et européen, et ceux-là, ils achètent des bagnoles. Hein. Mais effectivement, il y a une question de prix.
Et ça, c'est un peu compliqué. Alors, on enchaîne. Autre c'est question. les valeurs massacrées anglaises, entre guillemets. L'exemple, c'est Eurotunnel. Ouais. C'est très très compliqué quand vous avez une évaluation de 20% de monter vos prix de ça, de l'équivalent. C'est Europcar qui fait 25% de son chiffre d'affaires en Angleterre. Donc avec des frais, c'est marrant, ils ont tous des noms euros quelque chose, les pauvres. Il y en a un, et puis Air France. Ça, c'est pas une valeur britannique, Air France. Oui, mais c'est une valeur massacrée. C'est une valeur qui est liée à ça. La City, on peut en rigoler en disant ils vont tous s'installer à Paris, à Francfort, à Dublin, on s'en fiche. C'est très bien. C'est des gens qui voyageaient beaucoup et qui étaient un très très haut niveau de vie. Il faut bien comprendre ça. British Airport Authority, c'est quelque chose qui est massacré à juste titre. Vous auriez envie de mettre une petite pincée de valeur britannique massacrée? Non. Moi, j'ai pas envie, mais c'est la question qui se pose. Non, pas du tout, puisque valeur massacrée britannique, mais après, il faut se couvrir contre la livre. Contre la livre, et je pense que la livre n'a pas fini sa descente, donc on perdra ce qu'on gagnera sur notre action. Alors en revanche, c'est les résistants. Alors après, on regarde la liste des valeurs qui ont bien résisté. Sodexo, c'est un exemple. Sodexo, mais aussi Edenred, par exemple. BIC, qui a très bien résisté à cette baisse-là. L'Oréal, bien entendu, et L'Oréal, Danone, Unilever, et Essilor. Alors ça, c'est les résistants. C'est les très 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 grandes boîtes internationales. On a pensé que le tournant des émergents allait leur coûter cher, mais ils gagnent quand même beaucoup plus d'argent quand ils font $1 de chiffre d'affaires que quand ils font un truc en Agnès, les résistants. Les résistants, et notamment je regarde un peu de plus près Danone depuis son annonce de l'achat de White Wave. 12 milliards de dollars. Voilà, donc 4 milliards de chiffre d'affaires, 12 milliards de dollars. Et un marché qui risque de un potentiel de marché de 37 milliards de dollars. Donc voilà, et ils ont acheté, donc c'est spécialisé dans les produits laitiers bio, les crèmes. Donc, et l'action a bien réagi d'ailleurs. A très bien réagi, et je pense qu'elle était... En définitive, Danone lui manquait cette implantation aux États-Unis. Donc, et du coup, ça, pourquoi pas Il y a quelque chose de très positif, c'est que quand vous faites une acquisition chère, dans votre métier, c'est que vous estimez que votre action à vous est finalement beaucoup moins chère que ce qu'elle devrait valoir. Voilà, mais ils vont doubler leur taille. Oui, c'est un bon message. On a toujours eu tendance à penser que Nestlé faisait mieux que Danone, et on a toujours eu raison. Mais là, sur 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, ça va peut-être changer. On n'a pas de Danone. Non, on n'a pas de Danone. Danone, depuis le début de l'année, résiste bien, puisque de mémoire, je crois qu'elle fait 8% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce qu'on en prend un yaourt, une cuillère? Ça serait, alors, on se posait la question entre Danone et Unilever. Unilever, on l'a déjà rentrée et on l'a sortie parce que elle était stable, et je me disais, peut-être je l'ai achetée trop cher. Mais c'est moins pure player, c'est moins concentré. Mais oui, on va... Oui, mais on arrose... Non, mais l'un ou l'autre, en réalité, il faut pas non plus croire. Oui, exactement, mais si on rentrait un titre, Danone, oui, c'est ça. Danone. Et alors, il y a quelque chose qui tient extrêmement bien. Alors Danone, attendez, Hubert. Pas plus vite que la musique. Danone, oui ou non? Danone, on va sûrement la rentrer, oui. Ouais, donc, 1% pour commencer, pour voir, on met le pied alors, dans l'eau. déjà, je veux juste regarder un peu ce qui se passe sur ce marché, parce que est-ce que ce marché va continuer de monter ou pas, ou si je rentrerai du Danone sur repli du marché, est-ce que je crois, notamment si on revenait sur les 4000 points, voire en dessous. Après, on fait un point technique un peu sur le CAC, mais sur repli du marché, il faut rentrer Danone. On prend du Danone, d'accord. Voilà. Et quoi, une pincée ou plus? Déjà, moi je rentre toujours 1%. Donc, il y a ce que Danone a abandonné, c'est-à-dire les biscuits, les boissons Pernod Ricard et Rémy. Ça a très bien, extrêmement bien, et c'est la même chose. Quand je vendais un yuan, $1 à un Chinois, je n'avais pas la même marge que quand je vendais $1 à un Américain ou €1 à un Européen. Ça gagne plus avec un Chinois, c'est ça? Pardon? Je gagne plus avec la Chine? Beaucoup moins. Et donc, c'est des affaires qui résistent bien, et c'est pas complètement un hasard. Si ça résiste bien, c'est des affaires qui sont plutôt... la baisse du sterling ne les handicape pas. Est-ce que ça les favorise? C'est un autre sujet. Agnès, secteur, boisson? Alors, boisson, c'est-à-dire qu'a été un peu... Pernod Ricard avait été un peu a pas très bien massacré, notamment avec son repli sur les pays émergents. Donc voilà.
Si on prend du Danone, je vais pas toutes Ouais. les Non, non, prendre. mais hein, donc. On va pas remplir tout le caddie, hein, on va pas acheter tout le On supermarché. a le temps. Quoi d'autre? Autre question, donc la question qui est une question que je mets souvent sur le tapis, c'est la question des opérateurs télécoms. On voit Des mouvements, là. Pour voir le spectre, on voit d'un côté SFR Numéricable qui, à force de serrer les coups, perd des abonnés. On voit de Et vend la Belgique, enfin, Drahi, en vend tout la cas, Belgique. Altis. hein. On voit Altis, Orange ouais. qui se tient bien et qui regagne justement des parts de marché dans les box, hein, dans ce qu'on peut appeler le fixe, entre guillemets. Et on voit Iliad qui invente quelque chose de nouveau, puisqu'on disait il y a 4 opérateurs en France, c'est un drame, il faut qu'il y en ait 3. Et bien lui, il a créé en Italie, grosso modo, en reprenant des bouts des autres pour faire un 4e. Les Donc télécoms. on a vraiment le spectre. Qu'est-ce qu'on a comme télécom déjà que pour Orange, commencer? je suis très contente d'avoir Orange parce que j'aurais Ouais, que eu Orange. du télécom italien, je pleurerais. donc actuellement, elle a bien dévissé cette semaine. Orange, c'est vrai, il se passe plus grand-chose actuellement. Elle a pas mal délivré sur l'année 2015. En revanche, un relèvement de dividendes quand même sur l'année, on s'attend à un relèvement du dividende sur l'année 2017. Et puis surtout, elle offre un rendement de 5,50. Donc Orange se débrouille pas trop mal, je dirais. Et Iliad, ça vous Moi demande j'aime bien pas Iliad. de Moi j'aime bien la suivre, stratégie. Et- La et- grande différence entre Iliad et Altis, c'est qu'Iliad, il crée des choses. Il crée des choses. Orange, c'est plus lourd. Et donc, il y a Bah, du vrai levier. Altis, Là, lui, il rachète et il fait un peu du Drahi. il rachète, il invente quelque chose. Un quatrième opérateur, c'est quand même. Oui, sur la 4e économie européenne, c'est pas n'importe quoi. Hein, Oui, il bouge, il est en train de... Et il a tout le temps eu cette politique de révolutionner un peu le monde. Mais il faut reconnaître que Monsieur Richard de chez Orange ne s'est pas trompé, notamment tout le monde critiquait qu'est-ce qu'il faisait avec son fixe et que c'est par là où il l'a gardé. Voilà. D'accord. Donc on garde Orange et on touche pas aux autres pour l'instant dans les télécoms. Non. Ok. Est-ce qu'on a un mot de conclusion, d'autres valeurs ou un autre secteur qu'on a pas On évoqué? préfère un petit point, je pense, sur ces marchés. Donc, le marché attend surtout le chômage américain qui a dû tomber. Donc, c'est simple, s'il y a eu des créations On va d'emplois, notamment supérieures à ce qu'on escomptait, le marché va bien le prendre. C'est-à-dire qu'il y aura Oui, cette apparemment ça a été le cas, puisque là, dynamique. au moment où on se parle, on est à 1,79. Voilà, donc une dynamique de l'économie américaine, donc ce qui pourra nous amener ce marché sûrement revoir les niveaux de 4300. Donc, c'est-à-dire, on fait à ce moment-là tout le temps, c'est des points techniques, mais la seule chose actuellement de fondamental, on voit quand même une léthargie d'achats fondamentaux sur les actions depuis un certain temps. Donc voilà, et je pense oui, mais des performances extrêmement marquées des valeurs, d'une valeur à une autre. Exactement. Pendant ce temps-là. Donc tout à fait. C'est ça qui est. Oui, cette volatilité sur. On a une volatilité qui est très impressionnante. Sur les titres. Disait, bon, tout à fait. Sodexo cette semaine, par exemple, mais on a une très très forte volatilité. Mais regardez, autre exemple, nous avons Deleuze. Moi, je pense maintenant qu'on était au bout là. Je pense que c'est la dernière. Mais alors, ça me fait plaisir parce que tous les analystes depuis 90 € disent qu'elle est au bout. Elle vaut 98 €. J'ai beaucoup aimé Deleuze. Oui, c'est vraiment une donc, valeur que vous avez soutenu. Oui, exactement, mais pas un analyste n'a été. Et je pense que l'histoire de Deleuze est en train, notamment sa position. Le Belge et la côte est des États-Unis, c'est bien aussi comme marge. Exactement. Voilà. Puisqu'on ça parle délivre. de marge, vous savez que j'aime bien Casino, mais je pense qu'il y a des marges plus importantes, effectivement, sur la côte est des États-Unis qu'à Rio. Je pense aussi. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Donc, moralité, on regarde Danone et c'est la principale chose qu'on met sur notre to-do list cette semaine. Merci à tous, merci à vous pour ces explications. Merci à tous de nous suivre. Vous nous retrouvez chaque semaine sur la page Facebook de Décideur TV pour poser vos questions. Pas la semaine prochaine, ceci dit, le 15 juillet. Il n'y aura pas d'émission exceptionnellement et on se retrouve dans 15 jours. Bonne semaine et bonne quinzaine.